Bonsoir la Bailleuse Family, je me présente, je suis Cyril, je suis journaliste, j'ai une page Facebook, Instagram, ça qui s'appelle Just Cyril. Et aujourd'hui je suis super content, ravi même d'être sur By Us pour un nouveau concept, ça s'appelle One Shot. One Shot c'est quoi? C'est une chronique faite par moi-même, c'est une invitée et c'est vos questions auxquelles on va essayer de répondre. Cette émission on l'a fait ensemble, c'est vous et moi qui allons faire en sorte que cette émission One Shot soit ce qu'elle devra être. Et aujourd'hui le premier sujet, c'est un feuilleton qui nous a passionnés toute l'année, depuis maintenant le mois de novembre, c'est le feuilleton des Gilets jaunes. Et on va s'intéresser à un personnage en particulier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il y a plusieurs sifflets, des slogans ouvertement anti-force de l'ordre et donc oui, une situation de tension, de provocation. Les gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Ça a été très court, on ne s'est pas senti en danger plus que ça. C'était plus vraiment sécuriser une réa ou c'est une petite structure. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. C'est l'effet de masse qui a été la surprise au début et très vite ils ont été à l'écoute. Il y a même des gens qui ont essayé de calmer le jeu. C'est un hôpital, calmez-vous, qui ont compris. Ce mensonge, il est terrible de Christophe Castaner. Il est terrible pourquoi? Parce qu'il a voulu nous raconter une histoire. Quelle histoire il a voulu nous raconter? Celle que les Gilets jaunes étaient les méchants. En gros, on s'en prendre à un hôpital tout de suite, effectivement, ça va émouvoir tout le monde. Il aurait même fallu, si c'était un hôpital d'enfants malades, là je pense que c'était pire, c'était fini pour les Gilets jaunes. Mais Castaner, c'est pas sa première déclaration foireuse. Au début du mouvement, il a même dit qu'en fait les policiers n'attaquaient jamais. Les vidéos qu'on a vues depuis prouvent le contraire. Cette question, elle a été posée par les journalistes. Il la posait parce que pour une fois, les violences policières ne touchaient pas les Noirs et les Arabes. Habituellement, ils considèrent peut-être que c'est normal. Et une autre déclaration de Castaner, moi, qui m'a complètement rendu ouf, c'est quand... Rihanna, rappelez-vous, en août dernier, elle était venue à l'Elysée voir Macron. Et qu'a pas dit Castaner? Castaner, il nous a dit, son seul regret, effectivement, son seul regret, c'est qu'elle ait mis des vêtements trop amples. Sérieusement, Christophe? Honnêtement, sa photo mériterait de finir sur une piñata, tellement cette déclaration, elle est odieuse. C'était le porte-parole du gouvernement. On se demande le gouvernement de quel pays? De Beaufland, peut-être. Et Castaner, c'est qui en fait? Parce qu'on parle de lui, Macron nous a mis plein de nouvelles têtes, plein de nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas, mais Castaner, c'est qui? Qui est ce ministre qui fait des déclarations foireuses? Qui est ce ministre qui se retrouve en une de Voici avec une femme qui n'est pas sa femme? Mais bon, cela est une autre histoire. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres pour mieux le connaître. 53, c'est son âge. Il a 53 ans, il est né à Collioure, dans le Var, dans le sud de la France, donc c'est un mec du sud. 20 ans, il avait 20 ans quand il est rentré au Parti Socialiste. Il était chez les Jeunes Rocardiens, où il a côtoyé Manuel Valls ou Benoît Hamon. Et 16 ans, il a été maire pendant 16 ans de Fort-Calquier, une ville des Alpes de Haute-Provence. De 2001 à 2017, quand il a quitté la ville, il a laissé la ville endettée. Et selon le magazine Capital, le montant des dettes est supérieur à 2 fois la moyenne des villes de même taille. C'est énorme. Mais Castaner, je vous dis tout ça parce que pour vous dire que Castaner, c'est pas un gaou, c'est pas le mec qui vient de débarquer. Il est là depuis longtemps et il le sait, il a du flair pour le coup. Autant au PS, il était un second couteau, mais en 2016, il a du flair et choisit de rejoindre Macron. On connaît la suite, Macron est devenu président, Castaner porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État. Mais l'ambition du monsieur ne s'arrête pas là. Quand Gérard Collomb quitte le ministère de l'Intérieur, Castaner voit une opportunité, il se dit « ce poste, il est pour moi et il sera pour personne d'autre ». Et donc il a tout fait pour devenir ministre de l'Intérieur, c'est ce qui est arrivé. Parce que le ministère de l'Intérieur, il faut savoir, c'est le ministère des ambitieux. Mitterrand a été ministre de l'Intérieur, François Mitterrand a été ministre de l'Intérieur avant de devenir président, Jacques Chirac a été ministre de l'Intérieur avant de devenir président, et Mister Nicolas Sarkozy, un ministre de l'Intérieur qui nous a tous marqués, a été donc président par la suite. Et lui, il a même donné le mode d'emploi. Omniprésence médiatique, il s'imprime dans ta rétine, il fait quelques déclarations polémiques, souvenez-vous. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase et 1 heure de visite. Castaner, est-ce que Castaner peut être un Sarkozy?
j'ai un gros doute là-dessus. On peut même dire que je suis pas le seul à avoir des doutes sur les capacités de Castaner. Édouard Philippe et Emmanuel Macron aussi en ont. Car il est très rare qu'un ministre de l'Intérieur soit accompagné d'un second comme l'est Castaner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est en binôme avec Laurent Nunez, l'ancien patron de la DGSI. La DGSI, c'est le nouveau nom des renseignements généraux. Donc on peut se dire, est-ce que Castaner est compétent ? Est-ce qu'il devra quitter son poste à un moment ou à un autre ? Surtout quand on voit le bilan des violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. C'est énorme, c'est une mort. Zineb Redouane à Marseille, elle avait plus de 80 ans. C'est aussi 283 blessés à la tête, 24 éborgnés et 5 mains arrachées. C'est tout simplement énorme et pourtant, il est toujours là. On se demande même pourquoi il n'a pas quitté son poste. Pourtant, le président Macron, lors de sa campagne présidentielle, avait dit un tout autre discours concernant les violences policières. Je vous invite à regarder cette vidéo. Pour expliquer les violences policières, il n'y a aucun bon argument. Parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État dans les quartiers s'il n'y a pas une autorité dans l'État. Dès qu'il y a une bavure, il doit y avoir une réponse et une sanction. Mais elle est hiérarchique. 1, il faut tirer au clair les situations. 2, c'est pas possible, quand il y a une violence policière, qu'il n'y ait aucune sanction dans la hiérarchie policière. Il y en a. Il y a un commissaire de police, il y a un directeur départemental de la sécurité publique, il y a un préfet, il y a un ministre. Donc, moi, je crois à une république de la responsabilité. Parfois, quand on entend tout ça, on se demande ce qu'il faut faire pour qu'un ministre démissionne ou quitte sa fonction. Quelle déclaration il faut faire. Des fois, je m'amuse à penser que si jamais Castaner demain faisait une déclaration en disant que Johnny Hallyday n'était pas un grand chanteur, il aurait plus de chances de quitter le gouvernement. Johnny Hallyday, le chanteur officiel de la Ve République, comme tout le monde le sait. Donc là-dessus, moi j'invite à Macron à réfléchir au ministre qu'il a choisi. Moi, je vais poursuivre cette conversation sur Castaner et les Gilets jaunes avec notre invité, Franciella Paturo. On se retrouve dans quelques instants sur mon petit fauteuil rouge. Moi, j'ai pas de canapé, j'ai des fauteuils rouges. À tout de suite. On se retrouve avec Franciella Paturo. Donc là, je vais faire une petite interview avec Franciella. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, justement. Et après, on essaiera de répondre à vos questions. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Franciella, c'est comment ça va ? Eh ben, ça va. Franchement, l'accueil est très sympa. Merci pour l'invitation. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Mais comment ça va surtout depuis toutes ces manifestations ? Moi, c'est la question que je me pose quand je vois tous ces gilets jaunes tous les samedis dans la rue. Mais c'est comment ils font pour tenir et comment on tient et comment ça va vraiment ? Comment tu vas ? Franchement, moi, toute la semaine, je suis fatiguée. Je reviens du boulot. Le soir, je suis éclatée. Et quand je vais en manifestation, ça me donne la patate. C'est hallucinant, on est porté par le mouvement, il y a une solidarité qui est là, on rit, on pleure, on crie, on court, on se cache, voilà, c'est une ébullition de tous les instants. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, beaucoup de gens descendent dans la rue pour diverses raisons. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à justement descendre dans la rue? Je rappelle que tu es donc une militante gilet jaune. Je sais pas si on le voit à l'antenne, mais derrière nous il y a son gilet jaune, justement, des femmes gilets jaunes d'Île-de-France avec le poing levé, le combat est là. Mais donc du coup pour toi, quelles étaient tes motivations? Qu'est-ce qui t'a fait justement descendre dans la rue?
Au départ, j'avoue, je me sentais pas trop concernée parce que je vis en région parisienne, j'ai pas de voiture, je prends les transports en commun, donc je regardais ça de loin. Et puis en fait, quand j'ai commencé à écouter les premiers témoignages, notamment des gens qui vivaient en province, donc j'ai compris que la voiture c'était essentiel pour eux et que les gens vivaient vraiment dans la misère. Donc là, ça m'a touchée. Et quand les revendications se sont élargies à à une augmentation des salaires, à une égalité salariale entre mes femmes, etc. Là, je me suis dit, je me sens un petit peu plus concernée. Et tu avais l'habitude de militer? Tu étais une militante avant, justement, tout ça? Oui, j'avais l'habitude de militer, en quelque sorte, pas dans les partis au départ, plutôt dans les groupes, voilà, contre le racisme, voilà, principalement. D'accord. Justement, c'est amusant qu'on ait une gilet jaune. Souvent, les gilets jaunes qu'on voit à la télé sont blancs, en fait. Et il y a une autre noire, à part toi, j'ai l'impression. Il y en a quelques-uns comme ça qui se baladent au milieu de la foule. Mais justement, toi, à l'intérieur de ces manifs, est-ce que tu sens ce manque-là et parce que on pourrait se dire que les quartiers populaires où beaucoup de gens sont noirs ou arabes, sont plutôt solidaires des revendications des Gilets jaunes, car eux-mêmes vivent des situations compliquées. Et pourtant, on les voit pas trop. Est-ce que toi, tu peux l'expliquer? Est-ce que tu le ressens toi-même dans le sein des manifs? Bien sûr. En fait, moi, je pense que les gens sont solidaires, comme tu disais, mais je pense que les gens dans les quartiers populaires ont assez donné. Et ils se sont plaints pendant des années, on les a pas écoutés, au contraire, on les a un petit peu rejetés. Et là, les gens se disent, maintenant, c'est à votre tour, quoi. C'est un peu comme le loto, à qui le tour, là, c'est à votre tour. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce que tu penses que, parce qu'au départ, on a vu pas mal de situations de racisme dans les premières manifs autour des ronds-points, est-ce que tu crois que c'est ça, justement, la présence de l'extrême droite dans les manifestations qui peut bloquer une partie de la France à être aussi dans la rue? Bien sûr, on a eu des cas, mais vraiment des cas isolés, mais qui pouvaient faire peur, où on voyait des personnes en voiture racisées, à qui on disait de retourner chez elles, alors que voilà, c'était assez bizarre, quoi. C'était pas compréhensible. Donc je peux comprendre que les gens aient eu un petit peu peur de ce mouvement. Ça, franchement, c'est normal. Et toi-même, est-ce que tu n'as pas royaliste, oui, j'ai eu très peur. Mais en même temps, je me suis dit, je vais pas leur laisser l'espace. C'est l'occasion aussi de lutter contre ce gouvernement qui fait pas de quartier pour les pauvres. Les 5 euros d'APL, les retraités à qui on augmente la CSG, tout ça. Moi, je me suis dit, je peux pas laisser la place à l'extrême droite. C'est pas possible. Sinon, nous, on est morts. Voilà. Et au sein, aujourd'hui, ça fait déjà presque 6 mois même, hein, on est au samedi, combien? C'est l'acte 27 ? Ouais, il y en a beaucoup, je crois qu'on doit être à 27 ou 28. Quel est ton sentiment et l'idéologie qui transpire de ces manifs aujourd'hui, en fait? Est-ce que l'extrême droite est toujours présente? Est-ce qu'elle l'est moins? Est-ce que l'extrême gauche réussit à rallier d'autres personnes à sa cause? Quelle est l'ambiance, on va dire, au sein des Gilets jaunes? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que comme les Gilets jaunes ont été accusés d'être homophobes, racistes et compagnie, ce que je vois sur certains Gilets jaunes, c'est que, mais là vraiment Gilets jaunes, c'est que les gens sont obligés de mettre ni homophobes, ni racistes, ni sexistes pour montrer que le mouvement n'est pas tel qu'il est. Il y a bien évidemment, comme c'est représentatif de la population française, forcément il y aura toujours des scories, des gens qui correspondront pas à mes idées, mais il y a forcément des gens d'extrême droite qui, je pense, qui le montrent pas, parce que je pense que ça poserait problème. Je pense qu'on les virerait. Il y a eu des cas où les Antifa étaient là et ont viré mani militari l'extrême droite. Par moment, on sait pas trop avec qui on est, mais on sait qu'il y a quand même aussi l'extrême gauche, qui est là. Donc, et puis moi, je suis là, donc je me dis, je suis légitime. Voilà, s'il y a un problème par rapport à l'extrême droite, moi je vais au... S'il y a un problème, t'es là, quoi. On sait jamais... on va au contact, quoi. Enfin, c'est un combat de tous les jours, un combat contre le gouvernement, combat contre l'extrême droite. Donc il faut pas lâcher, on est là, on vit là, il faut pas se laisser faire, quoi. C'est important d'être combatif, véritablement.
Et j'ai entendu parler justement que certains gilets jaunes voulaient une alliance des extrêmes, en gros. Qu'est-ce que t'en penses? Grosse erreur. Non, ça c'est pas possible. Alors certes, on se retrouve dans la rue avec des gens d'extrême droite qui ne le disent peut-être pas. Il y en a qui vont montrer des drapeaux bleu, blanc, rouge. Bon, après, on ne sait pas trop quel est le signe derrière tout ça. Moi, souvent, quand je vois des personnes avec le drapeau bleu, blanc, rouge, je leur dis, mais ça ne sert à rien de le montrer. On sait qu'on est en France. C'est bon, on n'a pas besoin de montrer le drapeau. Donc, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, mais voilà, quoi, c'est... Et donc, au cours de ces manifs, tu filmes. J'ai appris que tu filmais les manifs. Tu les diffuses aussi ou... Je fais des directs live, ça m'arrive, mais ça m'arrive aussi d'enregistrer pour avoir une meilleure qualité, parce que souvent les directs live sur Facebook, parfois l'image n'est pas toujours très bonne. J'espère que là ce soir l'image est bonne. J'espère aussi. Et en fait, j'aime bien avoir gardé des petites archives pour moi, personnelles, pour l'histoire, parce que je pense que c'est vraiment un mouvement historique. Dans quel sens justement tu trouves que c'est historique? Pourquoi ce mouvement est historique pour toi? Il est historique parce que dans la durée, je pense qu'il y en a qui se sont dit que ça n'allait pas passer l'hiver, ou plutôt décembre 2018. Et en fait, on est au mois de mai et les gens sont toujours là. Donc déterminés, prêts à en découdre parfois, mais les gens sont là, quoi. Et tu sens pas une lassitude justement chez les gens qui sont là? Est-ce qu'ils sont pas fatigués tout simplement de pas être entendus? Je pense qu'il y a une lassitude, il y a aussi des questionnements sur est-ce qu'il faut faire des manifestations qui ressemblent à des manifestations syndicales où on va d'un point A à un point B avec la police parfois qui nous cadre. Donc c'est vrai qu'il y a des questionnements, parfois des déceptions, mais en tout cas on est là, on a besoin d'être là. Et justement tu parlais de la police, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où tu as eu peur pour ton œil par exemple, simplement? Oui, mais tout le temps. C'est-à-dire que quand je vois des policiers, j'essaye de... Par exemple, au croisement de rues, souvent il y a des policiers qui bloquent les rues. Ce que je fais, c'est que j'essaye de passer vite. Je suis souvent avec d'autres personnes avec moi, je leur dis vite. C'est le mot que l'on se dit, c'est vite. Et surtout, on regarde si on est visé ou pas, mais le but, c'est de ne pas être dans la ligne de mire, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui te pousse à continuer? J'ai compris, c'est le combat, tu es une combattante, ça s'entend en tout cas, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui te pousse encore à continuer aujourd'hui en fait? Moi je me dis que si on lâche là, je le dis à tout le monde là, si jamais le mouvement des Gilets jaunes il tombe, sachez que tout ce qui va venir après, ça va être terrible pour nous. C'est-à-dire qu'on est mort après. Parce qu'en fait, le gouvernement, là, Castaner notamment, le but, c'est de faire peur aux gens. Quand on demande à nos amis, mais pourquoi vous venez pas? Vous avez dit, il fallait voter, mettre le petit bulletin Macron, puis ensuite on allait se battre contre Macron. Maintenant, je vous vois pas là dans les rues. Comment ça se fait? Mais en fait, les gens ont peur. C'est-à-dire que s'ils ont peur là, c'est que après, ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Dire que s'ils veulent prendre 50% du salaire. Les gens vont pas descendre parce qu'ils auront peur de se prendre un flashball dans l'œil, voilà. Donc il faut être là. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le départ des revendications des Gilets jaunes, c'était la hausse du carburant. On est 6 mois après, le carburant, il a réaugmenté, il est même supérieur au moment où les manifestations ont commencé. Donc en fait, on voit bien, comme le rappelle Franciella, qu'en fait, il y a une petite arnaque quelque part. Donc effectivement, la lutte est nécessaire de toute façon. Maintenant, après, c'est comment la mener. Et de ce point de vue-là, tu penses que ces films que tu gardes, justement parce que c'est historique, t'as envie d'en faire quelque chose après? Est-ce que voilà, je sais pas, un film, un documentaire pour raconter un peu cette histoire-là, en fait, cette histoire de France en réalité à laquelle tu participes? Peut-être. Moi, j'avais déjà fait un petit court-métrage sur les tirailleurs sénégalais. Donc, c'est épuisant de faire un film, le montage et compagnie. Et puis là, je me suis dit peut-être. En ayant fait ça, je me dis, ces rushs peuvent donner quelque chose, donc pourquoi ne pas filmer et ensuite en faire un petit objet filmique, quoi. Voilà. Et j'ai vu que tu avais participé au tribunal là-bas chez J'y suis. J'aimerais que tu nous racontes un peu cette expérience qui est plutôt particulière. C'était Macron qui était jugé, hein, c'est ça? Exactement.
Donc, enfin, c'était fictif, bien sûr, hein, mais la photo de Macron était jugée, pas sur une piñata, rassure-moi. On aurait voulu, mais... Ouais, ça marche. Donc, raconte-nous un peu comment t'es arrivé à te retrouver là-bas et comment ça s'est passé. Tout à fait. En fait, j'ai eu un appel de Taha Bouaf, qui travaille en tant que journaliste pour Là-bas si j'y suis. Donc il cherchait une personne gilet jaune et il a pensé à moi. Donc j'ai dit OK. Je connaissais l'émission Là-bas si j'y suis de nom. J'ai peut-être dû écouter 2-3 secondes, mais j'avais pas trop compris le concept comico. Voilà, donc à 1 heure du lancement, je me dis je vais peut-être écouter en quoi consiste un tribunal, puisqu'il y avait eu le tribunal contre Sarkozy, contre BHL, donc Bernard-Henri Lévy. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait tout réécrire parce que j'avais écrit un truc très sérieux. Et là, je me dis, bon, on va essayer de faire rire les gens. Mais en même temps, j'avais une chose à faire passer, c'était le fait qu'on parle de Zineb Redouane, cette femme de 80 ans qui est morte en recevant une grenade de gaz en plein visage, qui lui a causé des fractures au niveau du visage. Elle était chez elle, en fait, au 4e étage, à Marseille. Elle va pour fermer les volets ou la fenêtre ou les rideaux, je sais pas, les volets. Et donc, elle reçoit cette arme, enfin, ce projectile, cette grenade en plein visage. Et elle décédera quelques temps après à l'hôpital. Et Castaner, justement, tout ce qui l'a choqué, c'est qu'on dise que ce sont les policiers qui l'ont tuée. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'elle était morte d'un choc opératoire. Donc à aucun moment il a dit les policiers ont lancé une grenade. Il a rien dit par rapport à ça. C'est ça qui m'a choqué. Voilà. Je te comprends, c'est vraiment choquant. Est-ce que si tu devais retenir 3 revendications importantes pour toi de ce mouvement, lesquelles ce seraient ? Première des choses, augmentation des salaires. Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que les gens comptent leurs sous à la fin du mois. Il y en a, dès le 5 du mois, ils sont déjà en moins. Donc l'augmentation des salaires, je pense qu'on a eu ça en 68, je vois pas pourquoi 50 ans plus tard on pourrait pas l'avoir. Sachant que quand les gens ont eu leur prime d'activité, la croissance a fait un bond en France. Donc on voit bien que quand les gens ont de l'argent, ils le dépensent, ils ne font pas des bas de laine, quoi, avec, voilà. Et t'en as une autre Ouais, l'égalité salariale entre hommes et femmes, pour moi, c'est hyper essentiel. Et puis, que les taxes baissent aussi pour les personnes qui en ont besoin, notamment en province. J'ai bien compris que dans les campagnes, leur voiture, c'était un moyen aussi d'aller au travail. Et si on n'a pas de quoi mettre dans la voiture pour aller travailler, on ne mange pas, quoi. Voilà. On va passer aux questions des internautes. J'espère que vous nous suivez nombreux. Hein. J'imagine que la France entière est devant nous ce soir. Et donc vous avez plein de questions dont vous souhaiterez qu'on vous donne les réponses. Donc je vais regarder ça sur mon appli. Là je vois, on nous dit bravo. Ou les questions, je les vois. Ouais, bravo Franciella, tenez bon. Merci. Une alliance des extrêmes est à éviter. Il ne faut pas oublier d'où on vient et qui on est. Pensez-vous que le résultat du vote européen va jouer dans la suite de la politique de Macron ? Ça dépend quel résultat déjà. Ouais. Peut-être que ça va être pire. Si jamais il est légitimé, s'il arrive en tête, je pense qu'il va dire c'est bon, moi ce que je fais c'est formidable, les gens m'aiment, ouais. Les gens m'adorent, donc continuons comme ça, quoi. Et ça c'est la hantise. Après, c'est vrai que moi, je me dis que ces élections, de toute façon, vu le taux d'abstention, en réalité, après, ça va dépendre de ce que va vouloir nous raconter, encore une fois, quelle histoire va vouloir nous raconter le gouvernement par rapport aux résultats. Quand le taux d'abstention sera au moins, à peu près, d'après les sondages, c'est 60%, c'est énorme. Ces élections européennes qui ont réellement, est-ce qu'elles ont un réel poids en France ? Pour l'instant, on le sent pas trop, même si elles comptent, faut pas non plus les négliger. Mais, donc moi, je pense que je sais pas, la question c'est est-ce que ça va légitimer la politique de Macron pour la suite ? J'ai pas l'impression. Je pense que ce qui serait dommage, mais c'est ce qui se profile, peut-être que le Rassemblement national sera en tête,
Donc Macron aura perdu sur ce coup-là. Mais même s'il gagne, vu le nombre de listes... D'ailleurs, en parlant des listes, il y a 34 listes là pour les élections européennes. Les élections européennes, au cas où vous ne le savez pas, c'est ce dimanche. Oui, c'est ce dimanche, le 26 là. Tout le monde ne le sait pas, donc je vous informe. Hein. Les élections, c'est ce dimanche, donc préparez-vous à aller voter. Il n'y a qu'un seul tour. Dites pas, ça sera dimanche prochain. C'est aujourd'hui, et c'est cette semaine, et après c'est fini. Il faudra revenir dans 5 ans, je crois. C'est tous les 5 ans. Ma question, c'est justement, en parlant de listes, au début des manifs des Gilets jaunes, on avait le sentiment justement que là, il allait y avoir des listes et que voilà, le peuple allait prendre le pouvoir. On est plus de 6 mois après. Les listes des Gilets jaunes, d'après les derniers sondages, sont quand même très très basses, notamment celle de Francis Lalanne, entre autres. Hein. Bon, après, c'est Francis, hein, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Est-ce que tu penses, justement, que si une élection avait eu lieu en février dernier, par exemple, ou janvier, une liste Gilets jaunes aurait pu faire quelque chose? Non, pas du tout, parce qu'en fait, voter pour une liste Gilets jaunes, c'est dire OK à ce système. Sauf que les Gilets jaunes, en fait, veulent détruire ce système. Donc, en fait, on ne voit pas trop l'utilité de voter pour un système contre lequel on n'est pas d'accord. Donc, le but, c'est de faire table rase, justement du passé, pour créer autre chose, pour qu'on ait une véritable voix dans ce système politique, et pas donner un blanc-seing à des hommes politiques et pour qu'ils fassent n'importe quoi, voire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc voilà. Et là, il y a une question de Dina Arima, que je connais bien apparemment. Elle dit, pensez-vous que le fait de manifester que le week-end n'a pas handicapé le mouvement, en fait? Parce qu'en fait, dire que c'est tous les... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont caricaturé justement ça. Bon, si c'est pour manifester que le samedi, vous n'êtes pas une vraie révolution. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis un petit peu d'accord, parce qu'en fait, le samedi, c'était bien pour débuter, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est une grève générale. Clairement, quoi. Et les personnes qui sont avec moi le disent. Une bonne grève générale pour vraiment tout bloquer et pour montrer que, finalement, c'est nous qui avons le pouvoir. Pas les hommes politiques qui font n'importe quoi, c'est nous qui avons le pouvoir. Alors, bien évidemment, ça passe par moins d'argent, hein, mais un combat, c'est un combat. Hein, on y laisse des plumes, quoi. Voilà. Justement, la politique, t'as fait partie de certains partis politiques. T'en es où par rapport à ça? France Insoumise, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Franciella, avec la politique? Alors moi, j'ai fait partie du parti de gauche, parce que je pensais que ça allait... changer la donne. J'ai voté France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon en 2016, si je me rappelle bien. Et finalement, là, je suis complètement paumée, quoi. Je suis paumée parce que y a des choses qui m'ont pas forcément plu, donc et par rapport à la sincérité, moi j'ai du mal quand on voit par exemple Syriza là, le Tsipras, qui là j'ai vu qu'il était à la une du Financial Times et qui disait qu'il fallait y aller au niveau des réformes libérales. Je me dis, mais si une personne comme Mélenchon qui nous fait la même, je crois qu'on casse tout, quoi. Donc voilà. Donc moi je suis un peu paumée là. Je suis paumée, mais je me dis que je vais quand même aller voter. J'ai toujours dit que les Noirs se sont battus pour avoir le droit de vote aux États-Unis. Maintenant qu'on l'a, je me dis, est-ce que j'ai le droit, moi, de dire, non, je vais pas voter, quoi. Moi, non, j'ai besoin de voter, ne serait-ce que pour mettre plus bas Macron, parce que le non-vote, c'est bénéfique pour Macron. Donc, je vais voter. Maintenant, pour qui, je sais pas. C'est la grande inconnue. Voilà, est-ce qu'il va falloir mettre de côté certaines choses et c'est comme une personne, hein, y a des inconvénients et des avantages. C'est pas le bon terme, mais chez une personne, on n'est jamais parfait, quoi. Donc, est-ce qu'on passe sur certaines choses ou bien on laisse pas passer et on vote pas pour les personnes pour lesquelles on avait l'habitude de voter, je sais pas. Après, en même temps, tu vas avoir le choix. Il y a 34 listes. Donc, du coup, ça va laisser du choix, quoi. Donc, tu vas pouvoir au moins trouver une liste qui va pouvoir te convenir. Une question des internautes de Almami Als. Comment gérez-vous l'assimilation avec les casseurs? Le fait qu'on ait, à un moment donné, dans l'histoire qu'on nous raconte toujours,
assimiler les gilets jaunes à des casseurs. Moi, je pense que on peut pas dire véritablement que les gilets jaunes soient des casseurs. C'est pas. Je pense pas qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que le premier qui casse, c'est Macron. Il casse le code du travail. Il casse toutes ces choses qu'on a durement acquis au cours de l'histoire. Donc, quand on regarde mai 68, il y a eu de la casse. Je sais pas ce que veulent les gens, en fait. Ils veulent qu'on soit doux avec des personnes qui sont dures avec nous. Alors certes, moi j'aimerais bien qu'on fasse des manifestations où on est le plus grand nombre et que ça se passe bien, que les gens viennent avec leurs enfants, les poussettes, mais là, non quoi. Donc voilà, donc venez en nombre, et peut-être qu'en étant en nombre, peut-être que les policiers vont pas se permettre ce qu'ils font là actuellement, quoi. Voilà. Il y a un internaute qui nous dit que justement Abdou Diallo qui nous dit que ton idée de grève générale est une très bonne idée. Il nous dit aussi qu'on entend mal par moment, donc j'espère qu'on nous entend bien. Pourquoi avoir choisi de manifester une question de Aurélie Lugy. Pourquoi avoir choisi de manifester le samedi? Un peu polémique. Hein. Vous détruisez des emplois alors que vous dites plaider la cause de tous les Français. En fait, celui qui casse les emplois, il faut être vraiment très clair. Regardez ce qui s'est passé avec le Code du travail. Macron a permis à ce que des entreprises puissent licencier sans qu'il y ait de motifs réels, valables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. C'est exactement ce qui se passe. Donc attention à ne pas vous tromper. Voilà. Une question de Bibabi Baboum. Salut Bibabi Baboum, j'espère que tu vas bien. C'est une question auquel tu as déjà répondu, mais peut-être que tu pourrais continuer. Donc à votre avis, pourquoi les racisés et ou les gens de banlieue ne se mobilisent pas dans le mouvement des Gilets jaunes? Je pense que comme je l'ai dit précédemment, mais peut-être que tu as pris en cours, c'est pas grave, je vais y répondre. En fait, je pense que les gens, les quartiers populaires se sont déjà pris de la violence dans la figure. Donc forcément, je pense que les gens se disent, moi si je vais en manifestation, les baqueux, c'est moi qui vont viser. Voilà. Et on a vu des personnes se faire viser sans aucune raison. Je pense qu'il faut que vous soyez conscients de ça. Il y avait des personnes qui marchaient, et vous avez vu sur certaines images, on voit notamment cette femme là qui part, elle se prend un coup. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Et quand bien même elle aurait fait quelque chose, est-ce qu'on donne des coups à des gens ? À une femme, c'est-à-dire que c'est un type, un policier qui est casqué, qui est armé, qui donne un coup dans le dos à une femme qui est désarmée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. Donc voilà. C'est sur cette question, merci Franciella, qu'on va bientôt terminer. C'était la première, donc Franciella est officiellement la marraine de One Shot. Hein. Merci à Franciella. Moi, tout ce que je voulais dire, comme c'est la première, je veux remercier les gens qui l'ont faite, donc les gens qui nous ont regardés ce soir et qui posent des questions, mais aussi donc Léna, qui a beaucoup travaillé sur cette émission, Rokia, qui est là, Lina aussi, Anouchka, Faisal, mon gars Faisal, le caribou au Faisal, tous les gens qui ont travaillé ici, même Dina qui m'a beaucoup aidé, et voilà, on va juste se quitter en musique, parce qu'à une époque, sachez que les rappeurs s'engageaient politiquement, c'est pas juste des gens qui nous faisaient danser, et c'est un morceau de 97 qui s'appelle 11 minutes 30 contre les lois racistes, et je pense qu'il est d'à propos par rapport à cette émission. C'était One Shot, on se retrouve dans 2 semaines pour une émission sur les Outre-mer avec l'excellent Joao Gabriel qui sera ici avec nous, donc c'est le 30, retenez bien cette date, le 30 mai, chez By Us, à One Shot, Joao Gabriel, et on se quitte avec Fab. Peace! T'es choqué quand je dis ça, ne bouge pas. J'ai pas fini, tu veux mon nom, c'est Beufa. Impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Que Skyrock, Fun et Énergie censurent impunément. Évidemment, personne se sent concerné. Surtout que dans le pire des cas, c'est mes enfants qui seront enfermés. Donc fermez la